Bonjour, ravi de vous retrouver à l'Assemblée nationale. La séance est ouverte sur LCP. On va prendre tout de suite la direction de la salle Lamartine où était organisée une table ronde sur une affaire hors norme, l'affaire Le Squarnec. Le 28 mai dernier, l'ancien chirurgien a été condamné pour viol et agression sexuelle sur 299 victimes. À plusieurs reprises, des professionnels avaient signalé son comportement et son attrait pour la pédopornographie. Pourtant, ce n'est qu'en 2017 que le chirurgien a été arrêté puis radié de l'ordre des médecins. Voilà ce que disent les responsables des instances sanitaires mises en cause dans cette affaire. Écoutez. Ma considération à ce moment précis, pour la suite de mes propos, ne concernera que les victimes. Mon engagement antérieur à ce terrible événement que vous avez cité en qualité de médecin généraliste installé à Toulouse, 33 ans, quartier populaire, professeur des universités en charge de la formation de mes confrères, jeunes confrères, futurs confrères, transmission, très rapidement m'a permis de m'impliquer dans l'institution ordinale depuis 28 ans. Mais surtout, assez rapidement, on a créé à Toulouse une association magnifique qui s'appelle Prévios, Prévention des violences, d'abord intrafamiliale et faite aux femmes, et secondairement, aujourd'hui, qui a eu une emprise un peu plus importante. Et je tiens à votre disposition, je l'avais dit au président Frédéric Valtou, une action qu'on avait menée déjà en 2009, co-construite avec les associations de femmes victimes et diffusée à l'ensemble des médecins et sages-femmes au sujet, bien sûr, des problématiques des violences faites aux femmes. Le fait qu'un médecin, Joël Le Squarnec, ait pu commettre en l'exercice de ses fonctions et profitant l'état de sédation et de vulnérabilité des victimes, des faits d'une telle atrocité, sur un temps si long, préjudice d'un nombre si important de victimes, constitue, soyez à tous assurés, une réelle déflagration qui a ébranlé durablement et qui ébranle durablement l'ensemble des médecins, au premier rang duquel l'ordre des médecins. Notre institution, normalement, a pour rôle de représenter, mais également de veiller au respect de l'exemplarité déontologique que requiert cette profession. Pour nous, pour moi, c'est la négation la plus totale de ce qui a fait l'essence d'un médecin et du serment séculaire, du serment médical, pas que d'Hippocrate. Le serment médical, il suit l'évolution des règles et des lois que vous votez ici. Et donc, c'est pour nous une infraction majeure à ce qu'un médecin jure aux autres de respecter, soigner, respecter en confiance et non de nuire. Alors l'affaire Le Squarnec, soyez-en sûrs, pour laquelle le CNOM a exprimé ses profonds regrets et que je réitère avec force, ça a été l'occasion d'une profonde analyse et voire introspection de l'institution dans son ensemble, son mode de fonctionnement, son système d'articulation des actions disciplinaires et pénales. Vous verrez, et sur les éléments que je vais identifier, les problématiques internes que nous avons immédiatement ou dans un temps très bref remédié, pour laquelle il y avait des mesures qui s'imposaient, avec les moyens que nous avions depuis 2020. Mais aussi, on va vous exprimer les freins majeurs qui ne permettent pas aujourd'hui de remplir pleinement, voire totalement, la mission que nous estimons être la nôtre. Mais on va vous proposer des leviers et des partenariats institutionnels, avec les institutionnels notamment qui sont avec nous aujourd'hui, sur lesquels nous travaillons pour faire des éléments. Qu'est-ce qu'on a mis en place depuis 2021? Le soutien aux victimes par la création d'une page sur le site internet qu'ils peuvent saisir à tout moment et qui permet d'orienter et d'informer au mieux les patients et les professionnels confrontés à ces situations. Nous avons réalisé une enquête majeure sur les violences sexuelles et sexistes dont on a rendu en novembre dernier les réponses et qui ont été édifiantes, et notamment pendant la formation initiale de nos jeunes futurs consoeurs et confrères. C'est un élément assez retentissant et sur lequel nous espérons, avec la conférence des doyens, amener des éléments de rémédiation rapides, forts et totaux. Concernant la réception et le suivi des plaintes disciplinaires, on a
deux éléments majeurs. La Commission nationale des plaintes, qui permet d'analyser toutes les décisions de première instance ou d'appel et qui permettent, en cas d'incompréhension, de saisir via le Conseil national l'appel ou le Conseil d'État d'une décision qu'on ne comprendrait pas et que nous penserait totalement infondée et qui va nous permettre aussi d'engager les actions pénales. Mais cela, c'est de Christine Louis-Vada qui va vous en parler, puisque c'est l'objet de la mandature que je mène et que je porte depuis le 25 juin dernier et qui a été le sens de mon engagement à me présenter à la présidence. Qu'est-ce que nous avons créé d'autre? L'outil de gestion de centralisation des plaintes qui s'appelle Orion. Depuis 2022, tous les conseils départementaux qui engagent des plaintes, nous avons là aussi un outil qui permet d'harmoniser totalement sur tous les départements la même façon d'arriver à la plainte, de la conciliation jusqu'à la saisine de la chambre disciplinaire. La commission vigilance, violence, sécurité, qui a été rebaptisée, Madame Louis-Vada va vous en parler, et la centralisation et le suivi des actions pénales. Il y a deux éléments majeurs. Vous allez voir ce que nous avons créé dans la mandature depuis le 25, si j'ai décrété la tolérance zéro comme l'axe majeur de notre inscription et notre mandature, mais c'est surtout, nous avons créé un poste de conseiller judiciaire, c'est un magistrat en détachement du parquet, ancien procureur de la République, et donc qui est la conseillère du président et qui va permettre, on va vous l'expliquer, l'acculturation de l'institution ordinale à tous les étages, à l'action pénale, et qui va permettre, à travers des cellules d'intervention, de mettre en place partage, coordination de tout ce qui nous paraît ne pas attendre, soit par le signalement, soit par le dépôt de plainte. Je commencerai cette audition en reprenant la question qu'a posée devant vous début juillet Madame Manon Lemoine, qui confierait son enfant à un médecin qui se masturbe en regardant les images de viol d'un mineur. J'ai lu, écouté, relu les auditions des victimes pour m'imprégner de leur histoire, de leur douleur. Je suis gynéco-obstétricienne depuis 40 ans aux côtés des patients victimes, des patientes victimes de violences, de toutes les formes de violences, intrafamiliales, soumission chimique, mais également les violences dans les soins. J'ai été élue présidente de la section éthique et déontologie le 25 juin 2025. Dans le prolongement de l'action déjà entreprise par la précédente mandature, je me suis employée à identifier tout ce qui aurait dû et pu être fait, ce que nous avons déjà mis en place et qui a été évoqué par le président Stéphane Oustric, et les moyens législatifs qui nous manquent pour que plus jamais une telle horreur ne puisse se reproduire. Sous cette nouvelle mandature, notre remise en question est entière. Elle ne me quitte pas un seul instant quand j'arrive dans ma section. C'est à partir de la remise en question de notre système et de nos failles que nous pourrons protéger les victimes. Les actions mises en place, je ne reviendrai pas sur celles qui n'ont pas besoin d'être détaillées. Je parlerai de la création de la commission en 2022, des commissions vigilance, violence, sécurité, qui actuellement s'appellent vigilance, violence, victime, ont été créées dans chaque département, dans chaque conseil départemental, pour faire un suivi de toutes les plaintes et signalements, autrefois appelés doléances, qui arrivent dans les conseils et qui permettent des recoupements concernant des médecins délictueux. C'est également un travail de formation qui va du Conseil national vers les conseils départementaux. Donc il y a l'observatoire et il y a ce travail en permanence de qu'est-ce qu'il y a, et Orion, le logiciel Orion permet également de tracer des plaintes ou des signalements qui arriveraient. Ensuite, le président l'a dit, cette magistrate détachée est vice-procureure, était vice-procureure jusqu'à ce qu'elle arrive dans notre service à la section santé publique du parquet, c'est la section S1.
elle est là pour nous aider dans notre action pénale, parce qu'il nous est apparu très vite, nous avons fait ce bilan avec le président, que nous ne nous saisissions pas assez de l'action pénale, parce que nous ne savions pas. L'action disciplinaire, nous savons la mettre en place. L'action pénale n'était pas dans notre culture déontologique. Et cette magistrate à nos côtés, par l'intermédiaire de la cellule d'intervention rapide, judiciaire, disciplinaire et pénale, nous aide à, c'est comme un puzzle en fait, à arriver à imbriquer, pour qu'il n'y ait plus de failles, ce qui manquait dans cette coordination entre l'action pénale et l'action disciplinaire. Alors, ce que nous souhaitons faire, et pour lesquels il nous manque des moyens. Et c'est là que nous nous sommes appuyés. Nous avons constitué un groupe avec les victimes et nous comptons aussi sur ce travail avec les victimes, toutes les formes de victimes de violence, arriver à être appuyés dans les demandes qui parfois mettent énormément de temps à devenir des mesures effectives. Nous voulons délivrer à tous les médecins inscrits à notre tableau une attestation d'honorabilité sur le modèle de l'attestation de la petite enfance. Cette attestation d'honorabilité, elle nécessite 2 éléments tout à fait indispensables. Premièrement, l'actualisation de la circulaire du 24 septembre de 2013 sur la communication des informations entre les parquets et les ordres. J'étais conseillère nationale à la précédente mandature. J'ai assisté à des réunions avec le ministère de la Justice qui ont duré pendant à peu près 2 années et nous attendons toujours. Et elle est parquet dépendant. Nous nous retrouvons parfois face à des procureurs qui ne vont pas nous transmettre le fait qu'un de nos médecins inscrits à notre tableau est sous contrôle judiciaire avec une interdiction d'exercice. J'ai des exemples précis, récents, à vous citer là-dessus. C'est absolument impossible. Nous devons être informés. Nous avons des médecins inscrits à nos tableaux dont nous ne savons pas qu'ils ont une interdiction d'exercice et qui sont sous contrôle judiciaire. Donc ça, c'est un élément absolument essentiel. Et dans l'autre sens, quand le parquet classe sans suite des affaires qui concernent nos médecins, nous avons besoin de le savoir. Parce que ce n'est pas parce que le juge pénal ne retient pas la matérialité des faits que nous, au disciplinaire, nous n'allons pas considérer qu'il faut déférer ce médecin devant notre chambre parce qu'il y a des manquements déontologiques qui doivent être sanctionnés, voire allant jusqu'à l'interdiction de l'exercice. La deuxième chose dont nous avons besoin, c'est d'avoir accès au B2 à n'importe quel moment de la vie du médecin. Actuellement, nous y avons droit à l'inscription et quand le médecin bouge d'un département à l'autre. Également, nous demandons l'accès au FIGES, parce que nous ne pourrons pas réaliser l'attestation d'honorabilité sans ces accès au B2 et au FIGES. Cette attestation, nous voulons qu'elle soit affichée dans la salle d'attente des médecins ou disponible sur les sites des établissements d'hospitalisation. L'Ordre des médecins est la seule autorité ayant connaissance en temps réel des sanctions disciplinaires et des suspensions administratives. C'est donc à ce titre que l'Ordre doit avoir la totalité des moyens lui permettant de délivrer cette attestation d'honorabilité. Nous demandons également en urgence la possibilité de suspension administrative pour les médecins sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercice durant la durée de leur contrôle judiciaire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous alertons sur les incohérences concernant les interdictions d'exercice prononcées par le juge d'instruction, se limitant parfois à certains actes ou dont les conditions paraissent inapplicables, et j'ai des exemples à votre disposition. L'ensemble de ces dispositions sont en discussion avec la DGOS
et les ministres concernés. Nous sommes tout près de les obtenir et nous avons besoin de vous pour nous aider. Parce que sans cela, nous ne pourrons pas resserrer les mailles de ce filet que nous voulons infranchissable pour les victimes. Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que l'ordre s'emploie à une remise en question en profondeur de son institution et se veut aux côtés des victimes plus que jamais pour que des enfants se retrouvent victimes de médecins prédateurs. Je vous remercie. Donc je vous remercie d'avoir organisé cette audition qui nous permet collectivement d'avoir un échange aujourd'hui dans une configuration, au vu de tous les participants, que l'on peut qualifier d'inédite. Avant de m'exprimer au nom de ma direction, la Direction générale de l'offre de soins, j'aurais d'abord une pensée pour les victimes et pour leurs familles. Nous sommes tous patients ou parents de patients et leurs paroles nous obligent. Lorsque j'ai pris mes fonctions à la DGOS il y a de cela 3 ans maintenant, le dossier notamment des violences sexuelles est un dossier sur lequel on s'est, avec mes équipes, beaucoup investi. En guise de propos liminaires, voici quelques éléments que je souhaitais partager avec vous tous avant de répondre bien évidemment à vos questions. En premier lieu, il nous faut rappeler qu'à l'époque des faits, la compétence et la responsabilité quant au traitement des signalements étaient partagées entre le ministère, l'ordre des médecins, les établissements de santé, les agences régionales de santé et les préfectures. Il existait des dispositifs de contrôle qui étaient en place, tels la transmission d'un extrait du bulletin dit B2, du bulletin numéro 2, B2 du casier judiciaire, notamment pour candidater au concours pour devenir praticien hospitalier au service du ministère de la Santé, alors chargé du recrutement et de la gestion des carrières des praticiens hospitaliers avant la création du CNG. Il existait aussi la saisine de l'ordre ou l'engagement éventuel de procédures disciplinaires devant l'ordre, mais aussi organisées par le ministère. Il apparaît que ces mécanismes n'ont pas fonctionné comme ils auraient dû. L'action judiciaire qui est en cours, vous le comprendrez, fait que nous ne sommes pas en mesure de nous exprimer totalement sur les faits qui sont examinés, mais il est probable, comme cela a été pointé, que ce dossier a été en effet émaillé de plusieurs manquements. Et cette audition est surtout l'occasion d'identifier aujourd'hui à la fois le déroulé des faits, nous sommes là pour répondre à vos questions, mais aussi les zones d'ombre qui sont susceptibles de perdurer et sur lesquelles, bien évidemment, il ne nous faut pas transiger et sur lesquelles il nous faut agir pour éviter d'avoir de tels faits qui puissent se reproduire. Parce que c'est bien toute la difficulté de cette affaire, les contrôles et les dispositifs qui existaient et qui existent et que j'ai rappelés montre qu'il reposait d'abord sur la coordination et l'intervention concomitante des acteurs. Par ailleurs, les outils qui existaient menaient à des décisions, que ce soit par exemple lorsqu'il y avait une plainte qui pouvait être déposée devant l'ordre ou lorsqu'il y a une poursuite disciplinaire, des décisions où il n'y a pas d'automaticité de sanction derrière, en tout cas c'est l'état du droit, et donc une analyse en opportunité des personnes qui peuvent être amenés à en juger. Donc, vos travaux aujourd'hui, ils ouvrent la voie à une réflexion approfondie sur les moyens législatifs qu'il nous faut mobiliser en effet pour pouvoir être beaucoup plus efficaces et percutants à l'avenir. Car si les institutions sanitaires ont pu manquer à leur mission, il apparaît que le cadre légal n'a pas offert tous les outils nécessaires pour prévenir ou agir face à de telles situations. Je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on peut dire de façon un peu triviale, il existe encore des trous dans le droit. Et force est de constater que certaines fragilités identifiées a posteriori sont encore présentes aujourd'hui dans le contrôle des antécédents judiciaires. Aujourd'hui, on a un contrôle, et j'y reviendrai si vous le souhaitez, mais qui repose uniquement sur le B2 et qui ne mentionne que les condamnations définitives, contrairement au fameux fichier FIJAIS, qui est le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, qui inclut les condamnations non définitives, voire les mises en examen dans certains cas. On est sur un simple contrôle de compatibilité des fonctions, qui se fait au moment du recrutement, inscription à l'ordre.
Et par ailleurs, on a une absence de contrôle pour les établissements de santé privés, les professionnels libéraux non ordrés et les étudiants en santé. On a eu récemment des affaires qui nous ont montré que là aussi, on manquait d'outils efficaces pour faire face à certaines situations. Donc, le contexte de gestion des affaires courantes que vous comprenez bien et les règles en matière d'expression publique ne me permettent pas aujourd'hui de préciser les évolutions qui pourraient être opérées, mais néanmoins, je suis là aussi pour partager avec vous les propositions que nous, en tant qu'administration, nous pouvons soumettre à un futur gouvernement et qu'on peut partager aujourd'hui avec vous. Donc, parmi les scénarios de travail, nous souhaiterions proposer de construire un mécanisme qui prévoit un contrôle systématique et impératif de l'honorabilité pour l'ensemble ou partie des professionnels de santé, c'est-à-dire un contrôle des antécédents judiciaires qui devrait permettre à la fois un accès au casier judiciaire B2, mais aussi, comme je le disais, à la base de données FIJAIS évoquée tout à l'heure. Il pourrait s'agir d'un contrôle régulier à une fréquence qu'il conviendra de définir, le recrutement, un contrôle tous les X années, et puis bien évidemment en routine, entre guillemets, en cas de levée de doute ou de questionnement, lorsque des informations ou des faits le justifient. On pourrait imaginer et discuter du champ de ces nouvelles mesures en envisageant un contrôle de l'ensemble des professionnels qui interviennent dans les établissements de santé, et ce, quel que soit le titre de leur activité, ainsi que des professionnels de santé libéraux, en lieu et place du contrôle actuel qui est réduit uniquement aux employeurs publics et aux ordres. On pourrait y inclure également les prestataires ou des professions qui aujourd'hui ne sont pas cataloguées comme des professions de santé, mais qui peuvent avoir face à eux des patients et des patientes. C'est effectivement, ça a été dit, je crois, le système mis en place pour la petite enfance et la protection de l'enfance qui nous inspire. Et donc c'est cet exemple-là que nous devons suivre, parce que pour rebondir avec le début de ce que je disais, il a aussi le mérite de ne plus reposer sur une éventuelle décision d'un seul acteur et donc d'une coordination des acteurs, et il a le mérite aussi de mettre en place une certaine automaticité dans la conséquence et dans la sanction, qui fait qu'on n'a plus à réagir en opportunité, mais le droit sera suffisamment clair pour appliquer immédiatement les mesures qui doivent être appliquées. Il conviendra aussi de mettre en cohérence le futur dispositif avec celui d'ores et déjà en vigueur dans le champ médico-social. Il faut que tout ça s'articule. Aujourd'hui, ce qui existe suite à la loi Bienveillir pour le champ médico-social, c'est qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer en établissement médico-social. Mais en revanche, il peut continuer d'exercer en établissement de santé, par exemple. Ou il peut... autre exemple, on a... sur la protection de l'enfance et la petite enfance, il peut ne pas exercer, être interdit d'exercer en crèche hospitalière, par exemple, mais continuer d'exercer en néonatologie. Tout ça, c'est des exemples qui montrent qu'on n'est pas encore arrivé tout à fait au bout de la démarche et qu'il faut qu'on articule et qu'on englobe au maximum le champ, et donc en balayant sur le champ, du champ sanitaire au champ médico-social et social, si on veut pouvoir sécuriser totalement les patients et les patientes. Voilà donc en quelques mots les questions qui sont soulevées aujourd'hui et les pistes de travail qui sont les nôtres, et je suis bien évidemment à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. L'affaire très retentissante qui a conduit à la mobilisation de ce débat et de vos travaux, évidemment, trouble tous les acteurs du monde de la santé, du médico-social, mais malheureusement, ne devrait pas masquer à elle seule tous les dysfonctionnements que nous identifions dans les établissements de santé, mais peut-être encore plus dans les établissements médico-sociaux que nous sommes amenés à contrôler. Et à l'occasion des contrôles plus systématiques qui ont été demandés au service d'inspection-contrôle des ARS par nos ministres de tutelle, nous découvrons dans les établissements médico-sociaux, d'abord dans les maisons pour personnes âgées il y a 2 ans et l'année dernière, et à partir de cette année dans les établissements accueillant des personnes vivant avec un handicap, des situations qui nous inquiètent beaucoup et qui montrent que les dispositifs, qu'il s'agisse des dispositifs de prévention
des dispositifs de formation, des dispositifs d'alerte et des dispositifs de réponse immédiate pour mettre fin à des situations laisse encore à désirer et laisse encore prospérer un certain nombre de comportements qui ne sont plus admissibles. Les agences régionales de santé interviennent de 3 façons. Premièrement, par le recueil d'informations sur des situations qui nécessitent une réaction rapide. Deuxièmement, elles interviennent parce qu'elles ont dans leurs mains une possibilité d'intervention avec la suspension immédiate du professionnel. Et troisièmement, elles interviennent au titre plus global de la prévention de ces dispositifs par de la formation et parce qu'elles sont aussi un des acteurs des dispositifs de contrôle des antécédents qui ont été rappelés par Madame la directrice générale. Si je reprends très rapidement ces 3 points en vous donnant quelques éléments d'évaluation de ce que ça représente. Premier point, moi je suis assez préoccupé du fait que la remontée d'alerte de signaux qui nécessiteraient une intervention très rapide est sans doute très sous-évaluée, très inférieure à la réalité des situations dans les établissements. Pour vous donner une idée, j'ai regardé sur mon ARS, mon agence, donc sur la région Île-de-France. Sur le second semestre 2024, nous avons reçu 1245 réclamations d'usagers. Sur ces 1200 réclamations d'usagers, seules 19, c'est-à-dire 1,5%, mentionnaient une notion de violence sexuelle ou sexiste. Ça, c'était les réclamations des usagers. Si je regarde sur la même période, les déclarations faites par les établissements, par les employeurs, qu'il s'agisse des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux, sur 842 déclarations faites d'incidents dans ces établissements, 86, c'est-à-dire 10% environ, mentionnaient des faits avec violence sexuelle, mais uniquement dans une relation entre usagers, des faits entre usagers, patients, et non pas avec des professionnels. Sur cette période, depuis le début, de la mise en place du dispositif des suspensions temporaires, si je prends les années 2023 à 2025, l'ARS a prononcé 14 suspensions temporaires, ce qui n'est pas si mal que ça, mais ça montre là encore qu'il y a un décalage entre les chiffres que je vous donne. Tout ça pour dire que nous avons intimement le sentiment qu'aujourd'hui, la déclaration de ces faits très graves n'est pas encore une pratique courante, facile, ni pour les usagers, ni pour les employeurs. Et ça nécessite qu'on s'interroge pourquoi et que faire pour faciliter et pour rendre beaucoup plus systématique ces remontées d'informations. Deuxième élément d'information sur le pouvoir qui est dans les mains des ARS. Les ARS ont la possibilité de suspendre immédiatement un professionnel pour une période maximum de 5 mois dans le but de protéger d'autres éventuelles victimes. Comment est-ce que l'ARS prend cette décision? Soit parce qu'elle se saisit, soit elle a été saisie par un usager ou par un établissement, c'est-à-dire par un employeur. On a vu que c'était rarement le cas. Sur mes cas de suspension, je me suis rendu compte que c'était essentiellement sur saisine de l'ordre des médecins qui me demandaient, qui me proposaient une suspension le temps de mener son instruction. Est-ce que ce pouvoir de suspension est suffisant et efficace? Il a une efficacité en mettant hors de la possibilité de nuire d'un professionnel. Pendant 5 mois, c'est assez court parce que les enquêtes sont souvent assez longues et assez complètes. Donc ce délai de 5 mois est assez court. Est-ce qu'elles sont suffisantes? La réponse est non, parce qu'il y a finalement dans la réponse à apporter plusieurs intervenants. Il y a d'abord l'employeur qui peut se saisir du cas, mener son enquête interne et en tant qu'employeur décider une mise à pied de son salarié, qu'il s'agisse d'un médecin ou d'un personnel non médical. Deuxièmement, comme je l'ai dit, il y a l'ARS qui peut prendre une décision de suspension. Troisièmement, il y a l'ordre qui a rappelé ses pouvoirs. Et puis enfin, il y a la justice, puisque un certain nombre d'affaires font l'objet d'un signalement au titre de l'article 40. Et la justice, cette multiplicité d'intervenants, on pourrait se dire que c'est une garantie pour tout le monde, parce que beaucoup d'acteurs interviennent. Je considère que malheureusement, aujourd'hui, c'est plutôt une fragilité, parce que tous ces acteurs interviennent, malheureusement souvent en ordre un peu dispersé, comme le rappelait Monsieur le Président de l'Ordre national des médecins. Nous apprenons parfois
l'ouverture d'enquêtes ou des décisions de contrôle judiciaire prises par la justice sur des cas que nous ignorions au moment où la justice, elle, s'en est saisie. Et donc, je crois qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait un travail important sur l'obligation de signalement entre nous des décisions que nous sommes amenés à prendre. Comme l'a rappelé aussi Monsieur le Président de l'Ordre, ce qui me frappe beaucoup, c'est que la justice est amenée à prendre un certain nombre de mesures de contrôle judiciaire qui sont rarement des mesures de suspension totale d'activité, ce que ferait l'ARS si elle-même avait été saisie. Or, une fois que la justice est saisie et qu'elle mène son instruction, il est rare et pas très confortable pour les autorités administratives que nous sommes d'intervenir pour aller plus loin ou en complément des mesures qui sont prises. Toujours sur ce point, l'autre fragilité que j'identifie, c'est qu'il y a finalement, pour des professionnels qui le souhaitent, plusieurs possibilités de contourner nos dispositifs et nos contrôles et nos mesures. Premièrement, d'abord, parce que nous intervenons dans un cadre régional, et le changement de région, malheureusement, peut faciliter une réinscription ou la reprise d'une activité dans un établissement d'une autre région. Deuxièmement, parce qu'il y a des dispositifs juridiques qui, à mon avis, passent un peu en travers des gouttes de nos contrôles. Je pense notamment au régime des intérimaires, les multi-employeurs, les vacataires, qui sont, de mon point de vue, une fragilité importante. Dernier point, Madame la Présidente, je pense que nous avons à travailler beaucoup sur la question de la prévention par la consultation des antécédents. Les règles aujourd'hui sont un peu complexes et un peu confuses entre les médecins, les paramédicaux et les personnels des établissements médico-sociaux. Les règles ne sont pas identiques, elles mériteraient d'être harmonisées et surtout il est toujours très compliqué de savoir quel est le document qui a été consulté et il me semblerait de bonne politique pour tout le monde et très efficace que finalement toutes ces décisions judiciaires ou administratives de suspension ou de contrôle judiciaire soient systématiquement et de sanctions, soient systématiquement inscrites dans le document qui est consulté par tout employeur potentiel ou par toute personne qui s'intéresse à un professionnel de santé, qui est le répertoire partagé des professionnels de santé, le RPPS, qui est un document commun à tous les acteurs. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Merci. Je me permets de rajouter un instant, bien sûr, au propos de mon collègue. En somme, les sujets portent beaucoup, la difficulté porte beaucoup sur la définition du champ de nos interventions. Et même le RPPS lui-même n'englobe pas les veilleurs de nuit, par exemple, qui ne sont pas des professions de santé et qui vont être concernés par le contact avec des personnes vulnérables. Donc, à la fois, le juge, lorsqu'il prononce une interdiction quelconque, fait souvent, il peut arriver qu'il fasse ces erreurs de définition de champ qui permettent à la personne d'échapper finalement ou de poursuivre son forfait dans un autre environnement professionnel ou un autre métier. Nous avons le cas également des professions à ordre où il est tout à fait possible de ne plus être autorisé à exercer le métier, par exemple, de kinésithérapeute, mais d'exercer le titre professionnel d'ostéopathe. Donc, en somme, nous avons une très grande définition et vous allez avoir une très grande difficulté à définir précisément le champ en n'oubliant évidemment pas les non-professionnels de santé et en pouvant aussi prendre en compte le fait qu'il y a beaucoup de professions, de titres de bien-être autour du bien-être. Je ne voudrais pas que du fait de l'affaire, nous ne voudrions pas que du fait de l'affaire que vous traitez aujourd'hui, les seules professions à ordre, profession médicale en particulier, soient la cible de la plus grande sécurité et que, en fait, aux côtés de ces professions ordrées, il y ait toujours une forme de, je vais user le terme de non-droit, pour des professions qui parfois sont très en contact, voire encore davantage en contact de personnes vulnérables. Je voudrais tout d'abord dire à titre individuel, en tant que directrice d'un hôpital engagée depuis plus de 20 ans avec une unité de médecine légale dans l'accompagnement des victimes de violences faites aux femmes, faites aux personnes vulnérables, des violences sexistes et sexuelles, dire toute ma compassion pour les victimes de cette affaire. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, hors norme. Nous avons tous cherché nos mots. Leur intensité n'est pas suffisante
pour se situer à la hauteur des souffrances subies par les victimes et dont nous avons compris le détail tout au long de cette si longue procédure, l'ampleur des atrocités qu'elles ont subies et que leurs proches ont subies, forme une table de commandement, en quelque sorte, pour tous les niveaux de responsabilité de l'écosystème hospitalier dans lequel se trouvent les directeurs d'établissement et pour lequel vous pouvez compter sur notre complète détermination pour, au travers de nos échanges aujourd'hui, comme nous le faisons déjà depuis plusieurs années sous l'égide de nos autorités de tutelle, et notamment Madame la Directrice Générale de l'Offre de Soins l'a rappelé, dans le cadre de nombreux travaux engagés de façon très accélérée et très poussée ces dernières années, tout notre concours. En région également, que ce soit au travers de nos travaux dans les commissions régionales paritaires s'agissant des praticiens hospitaliers ou dans tous les champs que les agences régionales de santé déploient dans la conduite de ces thématiques si particulières des ressources humaines, vous pouvez encore une fois compter sur notre engagement. Je ne voudrais pas être trop longue et surtout reprendre des éléments qui ont été énoncés. D'un point de vue pratique, nous nous retrouverons dans les actions qui seront à proposer et à travailler au travers de nos discussions autour de 3 éléments. En ce qui nous concerne, nous considérons qu'il nous faut travailler sur la coordination des acteurs. Il nous faut travailler à la détermination de pouvoir ensemble traquer, si vous m'excusez ce terme un peu trivial, tous les interstices qui figurent dans les dispositifs déjà existants et qui ont été longuement énoncés, et travailler à ce que notre pleine capacité et cette coordination avec votre concours, mesdames, messieurs les députés, nous permettent que l'état de droit soulage l'état de souffrance légitime dans ce contexte. Et enfin, travailler à ce que ces responsabilités s'exercent dans le même sens en collégialité. Pourquoi viens-je parler de collégialité? Parce qu'à côté des dispositifs qui ont été énoncés, auxquels nous souscrivons, la simplicité d'accès au bulletin B2, la possibilité d'accéder à tous les fichiers d'identification des victimes, des auteurs ayant déjà été recensés, ou bien tous les outils statutaires qui existent, nous avons besoin de les exercer ensemble. Et le premier sujet qui peut préoccuper les directeurs d'hôpitaux, ce sont 3 choses. L'une qui a été citée, c'est la capacité ensemble au sein des établissements de former, sensibiliser, permettre que la parole des victimes, comme la prévention des auteurs, soit un combat gagné de tous les jours. C'est notre enjeu de tous les jours. Dans tous nos établissements, nous avons mis en place récemment ou de manière un peu plus ancienne les référents au sein notamment des commissions sécurité, hygiène, conditions de travail, les référents pour la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences sexistes et sexuelles. Nous avons des référents violences au sein de nos services d'urgence déjà, je pense, depuis une 10-15 d'années. L'Observatoire des violences hospitalières nous permet de traiter ces questions et de renvoyer ces signalements, mais nous avons encore une fois la nécessité d'améliorer cette formation pour que tout le monde, toutes les composantes d'un hôpital, et un hôpital, c'est plus de 130 métiers. Je suis représentant des centres hospitaliers. En CHU, c'est la même chose, mais un peu plus compliqué. Mais la raison est la même, c'est cette collégialité, ce besoin d'embarquer tout le monde pour que cette vague de préoccupation et d'attention déterminée vis-à-vis des victimes se manifeste avec succès. Cette formation et cette sensibilisation, elle peut se faire à l'intérieur des centres hospitaliers, mais elle doit se faire aussi dans les formations initiales. Et ce seront, bien sûr, ça a été évoqué par Monsieur le Président de l'Ordre tout à l'heure, un travail avec les doyens des différentes facultés de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique. Ce doit être le cas aussi avec les représentants des instituts de formation de tous les professionnels de santé. Et je souligne les propos de Monsieur Robin à l'instant sur l'idée, et de Madame Debord, d'embrasser la totalité, encore une fois, des professionnels pour que nous puissions dépasser cet effet, ça a été prononcé, de déflagration dans cette affaire qui concerne un praticien, mais pour laquelle nous déploierions la même énergie s'il s'agissait d'un autre professionnel de santé. C'est là tout l'enjeu finalement de ce champ. Ensuite,
Collégialité parce que finalement, nous devons travailler à ce que la gouvernance interne des établissements de santé, que votre commission a eu à connaître à de nombreuses reprises lors des dernières mandatures, notamment dans sa médicalisation, puisse nous permettre, en tant que directeur d'établissement, de déterminer les meilleures conditions possibles pour le déclenchement des procédures existantes, que ce soit les procédures statutaires et dans la diversité des statuts. Là aussi, nous avions autrefois 13 ou 15 statuts médicaux. Depuis de réformes récentes, ils sont moins nombreux, mais cela a été souligné également, il y a encore une complexité pour pouvoir les activer. Et donc, nous avons le souhait, en tant que conférence, de continuer à travailler sur ces thèmes, comme nous l'avons fait comment dire, dans le cadre des travaux que le président de la Commission des affaires sociales, autrefois ministre, avait lancé dans les premiers travaux lors de la révélation notamment des atteintes sexistes et sexuelles au sein de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Dans ce cadre-là, nous serons force de proposition pour que cette collégialité, cette gouvernance médico-administrative qui structure fortement nos établissements puisse se reconnaître aussi facilement dans les modalités de déclenchement de ces procédures, et notamment en lien avec les procédures ordinales qui doivent finalement tout aller dans le même sens, comme cela a été dit, et notre devoir étant tous à nos niveaux de responsabilité d'éviter le télescopage de ces procédures pour qu'elles se ralentissent. On a vu dans l'affaire Le Squarnec la durée considérable de la commission des infractions, et donc nous devons pouvoir y travailler. Enfin, nous devons pouvoir être force de proposition, et nous le serons sur l'exercice donc du pouvoir de sanction, qui est en partie à notre disposition, mais pas en totalité. Et là aussi, nous sommes tout à fait tendus vers le fait de travailler lorsque nos autorités de tutelle nous solliciteront en la matière, et nous ont déjà sollicité, je l'ai dit, à ce que ces pouvoirs de sanction s'exercent avec simplicité. C'est aussi un enjeu finalement de simplification du fonctionnement de nos établissements publics. Dans la simplification, dans le juste équilibre des décisions pour que les victimes puissent le plus tôt possible être entendues, pour que la confiance qui doit présider à la révélation de la parole continue à se déployer et puisse renforcer, plutôt que de craindre de l'affecter, la solidarité interne de nos établissements qui fait leur richesse également. Donc voilà un petit peu brossé à grands traits, Madame la Présidente, et en complémentarité des propos précédents, dans quel état d'esprit et dans quelles conditions concrètes nous souhaitons que notre conférence se pose auprès de vous. Je vous remercie. Voilà pour ces témoignages des responsables des autorités sanitaires qui ont été mises en cause à l'époque dans l'affaire Le Squarnec. On a pu voir les failles du système actuel et les pistes d'évolution qui sont à l'étude. Place tout de suite aux questions des députés. Elles sont nombreuses et précises. À tout à l'heure. En préambule à mon intervention, ou à mes questions, je souhaitais bien évidemment réaffirmer ma solidarité et mon soutien à l'ensemble des victimes de Joël Le Squarnec, aux victimes ainsi qu'à leurs familles et à leurs proches, puisqu'ils sont bien évidemment également victimes. J'ai moi aussi toujours en mémoire l'audition des victimes le 1er juillet, ici même dans cette salle, une audition empreinte de beaucoup d'émotions, de colère, mais aussi une très grande dignité. Et l'objectif de ce collectif rejoint le nôtre, comprendre comment de tels faits ont pu se produire dans notre pays, au sein de notre système de soins, et comment faire bien évidemment pour que cela ne se reproduise pas. Alors j'avais quelques questions pour le Conseil national de l'ordre autour des relations avec la justice, mais je dois dire que vous y avez répondu. J'ai bien noté les différents outils que vous avez mis en place, notamment l'attestation d'honorabilité que vous souhaitez étendre. J'ai bien noté également les difficultés, mais le souhait d'accéder au B2, au FIGES. J'ai noté également avec satisfaction le recrutement à vos côtés, Président, d'un magistrat chargé de vous conseiller, de vous acculturer. Tout ça me semble aller dans
dans la bonne direction. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin effectivement du soutien des parlementaires pour aller plus vite, parce qu'on ne comprend pas quand même comment le Conseil national de l'ordre n'est pas informé systématiquement lorsqu'un médecin est condamné par la justice, pourquoi un jugement de cette nature n'est pas assorti d'une interdiction d'exercer immédiat. Donc, alors je ne sais pas si c'est d'ordre législatif ou réglementaire, mais en tous les cas, n'hésitez pas à nous interpeller pour voir comment nous-mêmes nous pouvons saisir le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, pour faire accélérer ces choses. Alors, je me contenterai alors dans ces conditions que d'une seule question, un peu technique, mais je la pose au président de la CNOM et également aux autres interlocuteurs. En 2009, lors de l'adoption de la loi HPST, le CNOM avait souligné à l'époque la complexité des procédures disciplinaires selon que le praticien exerçait dans le secteur public ou privé. Autrement dit, selon que le médecin était libéral en cabinet ou médecin hospitalier. La loi avait alors permis d'élargir la liste des autorités habilitées à saisir les chambres disciplinaires de première instance pour les médecins hospitaliers, en y intégrant notamment le CNOM et le Conseil départemental de l'ordre. Pour autant, cette amélioration n'empêche toujours pas aujourd'hui une dualité de procédures difficile à gérer et toujours mal comprise par les usagers. Selon qu'on est hospitalier, fonctionnaire ou selon qu'on est libéral, la procédure n'est pas la même et vous n'avez pas la même autorité sur les deux, ce qui s'est passé d'ailleurs pour l'affaire Le Squarnec. Donc, pouvez-vous me dire si vous envisagez de nouvelles évolutions législatives pour simplifier, harmoniser ces procédures et me dire les uns et les autres que pensez-vous d'une seule procédure unique pour les deux statuts? Merci. Mesdames et messieurs, depuis des années, des défaillances du Conseil de l'ordre des médecins ne cessent de surgir au grand public. Je pense aux défaillances éthiques dans les avortements et les stérilisations forcées des Réunionnaises, des Mahoraises ou encore des personnes trans jusqu'en 2016. Le procès Le Squarnec confirme que les défaillances ne se situent pas sur le seul terrain de l'éthique. Les logiques de sécurité des patients ont été balayées par celles de la protection des confrères. En 2005, le Conseil de l'ordre connaissait la condamnation pour pédopornographie. Si Le Squarnec avait été empêché d'exercer dès 2005, nous aurions évité 69 victimes. 69 victimes. Alors que la Cour des comptes dénombrait 150 plaintes pour des faits à caractère sexuel entre 2014 et 2017, 43 ont été rejetées par l'ordre. Pour devenir quoi? Manifestement, la justice disciplinaire de l'ordre est défaillante. Mais finalement, le rôle des médecins du Conseil de l'ordre ne devrait-il pas se cantonner à conseiller d'autres sur les pratiques médicales de leurs confrères? Et pour prévenir l'exposition des patients et des agresseurs multirécidivistes, pensez-vous que nous ne pourrions pas mieux protéger si le prononcé des sanctions, des suspensions et des interdictions d'exercice était confié à un comité pluridisciplinaire qui ne représenterait pas les seuls intérêts des médecins? Mais le Conseil de l'ordre n'est malheureusement pas la seule institution à avoir failli. L'hôpital lui-même n'a pas su protéger ni les patients ni les équipes médicales. En 2015, malgré les alertes de pairs toujours plus nombreuses, le ministère de la Santé a autorisé M. Le Squarnec à prolonger son activité professionnelle et au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. Alors je profite pour rappeler que les femmes médecins sont particulièrement exposées aux violences sexistes et sexuelles. 54% d'entre elles ont été victimes d'après votre propre rapport et qu'il est effectivement grand temps de se saisir de cette question. Et dans ces institutions, les rapports de domination règnent. Rapports de domination, en fait, que vous semblez ignorer. Parmi ces dernières, il y a la concentration des pouvoirs, le pouvoir soignant, le pouvoir professionnel, le pouvoir financier, le pouvoir symbolique. Les rapports hiérarchiques, notamment, jusque dans les écoles de formation, où là aussi, les hiérarchies passent sous silence et protègent les agresseurs que les ministères couvrent. Comment, enfin, permettre que des signalements pour violences sexistes et sexuelles qui viennent de professionnels de santé, de patients, de patientes ou d'autres encore, soient effectivement traités et non plus étouffés par des institutions aussi hiérarchisées? Je rappelle que dans l'affaire Le Squarnec, il y a 299 victimes qui sont uniquement issues d'une enquête de police à partir des carnets retrouvés chez Le Squarnec. Ce qui signifie que peut-être il y en a davantage, puisque, et d'ailleurs ça va être ma première question,
Je vais repartir du mot que vous avez utilisé, Monsieur Oustric, de déflagration. Parce que ce terme-là, je l'entends dans vos paroles et dans le caractère solennel de ces paroles aujourd'hui dans l'Assemblée nationale, mais pour autant, vu de l'extérieur, vu depuis cette commission des affaires sociales, vu depuis la place de citoyenne, cette déflagration n'a pas l'air d'avoir été si forte qu'elle ait été entendue suffisamment dans les secteurs dont vous avez la charge. Je vais m'expliquer là-dessus. C'est que, par exemple, et ce sera ma première question, avez-vous demandé à ce que les hôpitaux dans lesquels était passé Monsieur Le Squarnec transmettent à la justice l'ensemble des patients et patientes qui ont été entre les mains de Monsieur Le Squarnec? Monsieur Le Squarnec a-t-il été, à ce jour, radié de l'ordre des médecins? Dans le procès de Squarnec, il apparaît qu'en effet, et vous l'avez dit, Monsieur Robin, il y avait énormément d'échelons et sans doute une forme de flou autour des responsabilités. Et ce qui s'est passé à la barre de ce tribunal est que de nombreux acteurs et actrices se sont renvoyés la balle de la responsabilité tout en minimisant chacun sa part de responsabilité. Donc, je continue ma série de questions en disant, est-ce que, par exemple, la directrice de l'hôpital de Jonzac, qu'il est allé voir en disant qu'il avait été condamné pour détention d'images pédopornographiques, cette femme a-t-elle été sanctionnée? Ensuite, y a-t-il eu des sanctions des personnes dans les ARS qui ont entendu les témoignages, qui ont été dépositaires des signalements et qui n'ont pas relayer ces signalements? Y a-t-il eu aussi des changements de protocole pour que des chirurgiens qui s'occupent d'enfants ne soient jamais seuls avec des enfants dans une salle au cours du processus opératoire et du processus de soins? Bref, la question que je vous pose plus généralement est cette déflagration. Qu'a-t-elle véritablement dans l'échelon le plus petit du système de santé? Cette déflagration s'est-elle fait entendre jusqu'à ces échelons-là? Votre première question sur médecin hospitalier, c'est la loi HPST qui l'a permis, puisque le modèle avant, ce n'était pas l'ARS, c'était la RH. C'était pas la DGOS, c'était la DHOS. Et donc, il y avait un système qui était purement bloqué, c'est-à-dire que l'ensemble des confrères qui étaient purement d'exercice hospitalier n'avaient pas de relation réelle et constante sur l'expression de la déontologie et de leur manquement que pouvait exprimer l'ordre. Donc c'est ce qui a été fait, puisqu'on a une saisine où c'est l'ordre départemental qui peut porter plainte devant des faits qui lui sont rapportés directement à la CDPI. Tandis que dans le cadre d'un praticien qui est en ville, quand il y a un dépôt de plainte, l'instruction est automatique au CD et la transmission est automatique à la chambre disciplinaire de première instance. Deuxième question, madame, qu'a fait l'ordre? Depuis 2007, l'ordre ne fait pas la discipline. Il faut revoir les fiches, peut-être. Depuis 2007, c'est une justice administrative. Donc le président est un magistrat du tribunal administratif. Pour la chambre d'appel, le président est un conseiller d'État. C'est lui qui appelle au rôle. C'est lui qui constitue les assesseurs. C'est lui qui fixe la temporalité de l'expression en totale indépendance du Conseil de l'ordre départemental et national, pour lequel nous assurons simplement le paiement des moyens d'héberger la chambre, de payer les greffiers et de mettre à disposition. Nous n'assurons rien du tout, nous n'intercédons en rien. Et il y a des assesseurs qui sont régulièrement élus par un tour extérieur. Et donc, les assesseurs sont choisis par le président. Depuis 2007, c'est la règle. Donc ça fait aujourd'hui 18 ans que, par rapport à ce qui a été vécu avant, qui faisait que les médecins présidaient aussi leur discipline, nous ne le faisons plus et nous sommes totalement sous le coup de la cassation du Conseil d'État. Donc c'est une justice administrative qui ne dépend pas de l'ordre, qui ne met que les moyens et qui est en totale indépendance. C'est la loi française. Donc ça, ce sont les textes, ce n'est pas nous qui les inventons. Je vous donne un exemple. Nous déférons un médecin pour des faits de violence sexuelle à l'encontre de patients devant la chambre disciplinaire. Il est sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercice. Si nous le déférons trop tôt, j'ai les exemples,
pourrais vous les donner. La plainte sera rejetée, d'accord? Et ce médecin, nous ne pourrons plus jamais le renvoyer devant notre chambre disciplinaire. Parce que nous ne pouvons pas faire état des éléments qui sont dans le contrôle judiciaire. C'est la réalité. C'est pour ça que nous travaillons avec les victimes. Moi, il nous faut on veut de la transparence. On ne connaît pas ce que c'est que notre fonctionnement. J'ai des exemples à vous donner de médecins condamnés ensuite au pénal que nous ne pouvons pas renvoyer. La suspension administrative dont on fait la demande aujourd'hui, si on prend un directeur, lui, il va pouvoir le faire. Moi, je ne peux pas aujourd'hui le faire tant que le contrôle judiciaire n'est pas fini. Ce qui est embêtant, parce que si on a une juridiction pénale qui dit un contrôle judiciaire qui va durer 2 ans ou 3 ans, le directeur de l'ARS vous l'a dit, lui, il peut le faire pendant 5 mois et il peut saisir directement la chambre disciplinaire de première instance qui a l'obligation, dans les 5 mois, puisque le temps de rendre les conclusions, le magistrat doit les rendre dans un délai de 2 mois. Donc il doit saisir régulièrement dans les 2 mois pour que l'expression des mémoires puisse se donner. Mais à l'arrivée, il a 2 mois pour rendre la décision. Concernant la radiation administrative pour les médecins qui ne remplissent pas les conditions de moralité, c'est un élément qui n'est pas du tout utilisé. Et donc aujourd'hui, on a décidé, nous, d'agir sur ces éléments de moralité, même s'il y a la présomption d'innocence. Donc c'est une volonté politique. Mais ça veut dire que c'est très compliqué parce que ça sera l'objet de recours, mais ce n'est pas un problème. Voilà. Donc ça, c'est dans des cas très, très particuliers, très précis. Mais on n'a pas les éléments administratifs. Pardon? Mais il est radié, enfin. Il est radié. Mais je vous réponds, il est radié. Non, mais il est radié officiellement. Il est radié par la Chambre, après qu'elle ait pu être saisie. Je vous rappelle que la première condamnation, c'est 5 mois d'emprisonnement avec sursis, sans interdiction d'exercer. 2005. Il n'y a pas d'interdiction d'exercer. C'est là où on se pose la question, nous, de pouvoir interagir avec les éléments que l'on vous a donnés. Parce que si c'est un cas, ce cas-là, nous, on a la décision qui, pour nous, est équivalent à un crime ou délit. Et donc là, obligatoirement, on va faire appel. Et obligatoirement, on va pouvoir, si on a les dispositions, de faire la suspension, donc l'arrêt définitif, mais le temps de l'instruction qui peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que peut faire l'ARS, et heureusement qu'elle peut le faire, mais elle peut le faire dans un temps tellement contraint qu'il faut qu'une machinerie se mette en place. Et ce n'est qu'au niveau de la discipline. Parce que nous, on va le faire au niveau de la discipline, mais on peut le refaire au niveau du pénal. C'est-à-dire que c'est cette articulation qui, aujourd'hui, n'est pas permise, puisqu'on n'a pas la transmission, vous l'avez bien dit, des jugements de première instance ou des jugements définitifs, c'est laissé à la capacité, il ne faut pas les accabler, c'est laissé à la capacité des parquets de le faire, ou des relations entre le parquet et les ordres départementaux, mais c'est aussi les procédures en cours. Quand il y a une procédure en cours, pour nous, c'est là où la suspension administrative doit avoir lieu. Quand on a des éléments in concreto qui nous disent qu'il faut que ça s'arrête et que derrière, on puisse enclencher en même temps la chambre disciplinaire. Aujourd'hui, une chambre disciplinaire de première instance, on va dire que c'est entre... Allez, on va faire une moyenne. On va dire que c'est 15 mois, 15 à 18 mois pour une première instance. Et si on repart au national, c'est jusqu'à 2 ans de plus. Donc ça veut dire que l'embolisation d'aller à la plainte au disciplinaire qui coûte 0 à personne et qui souvent n'amène pas d'ordonnance parce qu'on a eu un quart d'heure de retard ou des éléments comme ça, permet que les éléments les plus graves mettent un temps fou. C'est là où l'intérêt de la suspension immédiate pour nous, comme dit le directeur général de l'ARS Île-de-France, c'est les ordres qui viennent le voir parce qu'on sait que du coup, l'affaire va passer dans les 2 mois. Sinon, on est parti pour 2 ans. Et nous, on n'a aucune capacité à le bloquer, même en faisant un signalement, même en faisant un dépôt de plainte, puisqu'on n'a pas la capacité à instruire une plainte ou faire une instruction de quelque matière que ce soit. Et donc c'est là où c'est un peu compliqué, parce qu'il ne nous manque pas grand-chose pour enclencher les moyens fermes et définitifs.
ferme et définitive, sans aucune faille, que ce soit dans les conseils départementaux qui ont une personnalité morale. Donc, ça doit être l'institution ordinale. Donc, maintenant qu'on a mis, comme je vous l'ai dit, le logiciel Orion en place, on sait tout ce qui se passe et on a la Commission nationale des plaintes, on analyse toutes les décisions de première instance avant que ça vienne ou pas en chambre nationale d'appel, où là, nous pouvons, si le département ou si la personne ne fait pas appel, on pense que la matérialité des faits est suffisamment grave, on peut en tout cas demander l'appel à la chambre d'appel. Donc on a mis déjà ces deux éléments internes pour faire, mais de quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Il ne nous manque pas grand-chose pour qu'on puisse garantir totalement aux citoyens et aux patients la totalité de la filière en ce qui concerne les médecins. Sur l'harmonisation des procédures disciplinaires, aujourd'hui, comme vous le savez, on a deux systèmes différents avec des médecins qui sont salariés d'un employeur. Et donc, le pouvoir disciplinaire, il revient d'abord à l'employeur. Et donc, en l'occurrence, le Centre national de gestion aujourd'hui, et c'est pour les praticiens hospitaliers. Et c'est lui qui décide et qui préside avec le ministère les conseils de discipline pour les praticiens hospitaliers. Et on a effectivement de l'autre côté un système libéral où là c'est la justice, c'est les conseils de discipline au sein de l'ordre des médecins qui peuvent mettre en place ces procédures. C'est vraiment deux systèmes différents. D'un côté il n'y a pas d'employeur, de l'autre côté il y a un employeur qui est un employeur public avec un statut qui est un statut non pas de la fonction publique mais un statut d'agent public et avec tout ce qui va derrière et qui oblige. On ne pourrait pas, je pense, sauter la case du ministère et dire que tout va à l'ordre. Si c'était votre demande, ça nous semble important que l'employeur puisse continuer de suivre les sanctions disciplinaires et la procédure disciplinaire, et à l'inverse, dire que c'est le ministère qui suit les procédures disciplinaires pour des praticiens libéraux. C'est aussi un système différent de celui qui existe aujourd'hui avec la médecine libérale. Ça, c'est le premier point. Sur la recherche de responsabilité au sein du ministère, des établissements, etc., comme ça a été mis en avant, deux choses. Peut-être rappeler qu'il y a en cours à la fois une procédure administrative et à la fois une procédure de la justice administrative, une recherche indemnitaire et une procédure pénale, et que donc il reviendra à ces juridictions d'établir les différentes responsabilités des autorités publiques au sein des différentes institutions. Dire peut-être quand même, puisque c'est quelque chose que j'ai entendu, que le ministère ne couvre absolument plus rien aujourd'hui, en admettant qu'il l'ait fait dans le passé. Encore une fois, ça ne me revient pas de porter ce type de jugement dans le contexte. Mais en revanche, aujourd'hui, tout ce qui est mis en avant et toutes les réformes qui sont mises en avant sont des réformes qui visent à ne plus rien étouffer et avoir le plus grand degré de transparence possible. Il y a notamment le plan qui a été mis en place sur les violences sexuelles et sexistes par le ministre Yannick Neuder et qui crée ce qu'on appelle un système de signalement 2.0 avec l'Observatoire national des violences en santé et qui va en lien, et je laisserai Nicolas Delmas compléter éventuellement, en lien avec une association dédiée, pouvoir faire le suivi précis de ces signalements lorsqu'ils remontent au niveau national et les suites qui sont données. De la même façon, aujourd'hui, on a une juridiction à part qui concerne les praticiens hospitaliers universitaires. Et aujourd'hui, dès qu'un sujet de cet ordre-là nous est remonté systématiquement, il est proposé au ministre, puisque c'est le ministre qui décide, de pouvoir poursuivre au niveau disciplinaire les professeurs d'université concernés. Voilà, peut-être je te laisse compléter rapidement sur l'ONVS. Juste, effectivement, bonjour à tous, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Juste pour compléter, effectivement, c'est sur la question de l'ONVS, qu'on appelle 2.0, c'est qu'actuellement, depuis maintenant 3 ans, a été mis en place avec le MESR, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et le ministère de la Santé, une plateforme dédiée pour les étudiants, qui s'appelle la CNAE, et qui est justement une plateforme de signalement qui vise justement à répondre aux risques que les signalements puissent, comme vous l'avez parfois justement indiqué, se perdre au niveau local ou ne pas être traités, avec la possibilité de saisir cette instance nationale
national qui fait le lien avec la DGOS et la DGCIP côté ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et donc avec les ARS et les acteurs de terrain, pour justement éclaircir les faits qui nous sont remontés. Et l'idée, c'est de faire un peu le même dispositif dans le secteur de la santé. C'est cette fois-ci pas seulement réservé aux étudiants en santé, mais ouvert à tous les professionnels. Et ce qu'on voudrait justement, et c'était ce qu'on a fait remonter, c'est avoir une plateforme y compris ouverte aux patients pour pouvoir justement faire remonter parfois ces signalements qui peuvent être enterrés ou en tout cas ne pas être vus à temps. C'est aussi ça parfois le problème. On reçoit tous trop de mails quand même aujourd'hui, hein, on le voit tous. Et ça, je pense qu'il y a aussi un sujet de pouvoir avoir un meilleur suivi et ça peut permettre cette évolution-là en tout cas. On va poursuivre alors avec les questions des députés. Moi, j'avais... la première chose, c'est que je voudrais dire que cette affaire, ça a été quand même un drame considérable pour tout le monde, les victimes d'abord et les professionnels de santé ensuite. Et imaginez le fait que ce soit possible. Pour avoir travaillé dans les blocs opératoires pendant un certain nombre d'années, je me pose la question que personne n'ait pu faire de signalement tout au long de ce parcours. Et justement, j'ai une question par rapport aux défaillances des signalements. Comme vous l'avez évoqué, je crois, Monsieur Robin, on a un vrai problème, mais entre autres médical, c'est pas la première fois où des médecins n'osent pas non plus faire de signalement pour X raisons. Entre signalement et délation, il y a toujours eu un problème à régler dans ce domaine. Et donc, je pense qu'on a un défaut de signalement dans les parcours qui est pas admissible aujourd'hui. Et je pense que le premier travail, il est sans doute là-dessus, à renforcer. Alors plus sur un logiciel que sur une plateforme, moi je pense qu'il y a quand même une accroche humaine à prendre les signalements parce qu'on a un peu plus de chances peut-être que ce soit écouté. La deuxième chose, c'est que quand on a des signalements, ce qui est quand même déjà plutôt rare par rapport au nombre d'affaires qui existent, ces infos, elles sont cloisonnées, chacun dans son secteur. C'est-à-dire que pour les conseils de l'ordre, c'est au niveau du département, c'est pas dans la région, c'est pas au national. Donc on a un réel problème. Quand c'est à l'ARS, c'est pas ailleurs, et quand c'est à la justice, c'est pas ailleurs non plus. Donc on a à nouveau un travail en silo avec une impossibilité de communiquer sur ce genre de signalement qui se perdent. Donc comme ça se perd, les gens ils reviennent pas à la charge une deuxième ou une troisième fois. Ils abandonnent aussi leur plainte et on les découvre 10 ans ou 20 ans plus tard. Et la troisième chose, c'est sur le recensement des documents. Alors moi, je suis quand même étonnée parce que j'ai quand même le privilège d'être pendant 10 ans dans un conseil de l'ordre où je travaillais avec le procureur et où on avait les informations montantes et descendantes et un échange permanent sur l'état des lieux. Donc, ça existe. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de loi supplémentaire pour le faire. C'est juste quelque chose de réglementaire et qu'il faut qu'on appuie sur cette communication sur les sanctions parce que c'est là aussi qu'on a des loupés, que finalement, ces professionnels de santé, ils circulent impunément sur tout le territoire et ils récidivent régulièrement. Le Squarnec n'est pas le seul dans le domaine à faire ce genre d'itinérance, si je puis dire, malheureusement. L'autre chose, c'est aussi sur s'attacher sur les violences entre les professionnels de santé, parce qu'on parle beaucoup effectivement des usagers avec les professionnels, mais on a un certain nombre de signalements qui sont encore moins faits à l'intérieur des établissements, notamment par souci de représailles, de promotion, etc. Donc je pense qu'on a un travail à faire et je pense que ça passe ni par des outils, ni par je ne sais quelle procédure, mais par une volonté délibérée de s'attaquer aux problèmes, de les dénoncer, de les traiter et de se coordonner. Merci Madame Godard. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, évidemment, je m'associe et je rejoins les mots qui ont pu être partagés concernant les victimes, leurs familles, leurs proches, et je pense également aux professionnels impactés évidemment par cette insoutenable affaire, le Squarnec. Quelques questions concernant les signalements nombreux, les radiations pour faits de mœurs qui restent rarissimes et le traitement disciplinaire lent. L'Observatoire national des violences en milieu de santé recense depuis plusieurs années près de 20 000 signalements par an,
avec une part très importante d'atteinte aux personnes. En face, l'appareil disciplinaire semble montrer en tout cas, malheureusement des limites structurelles. En 2022, les chambres disciplinaires de première instance ont rendu 1547 décisions et prononcé 12 radiations pour affaires de mœurs. Et le délai moyen de jugement est de 1 an, 3 mois et 18 jours. L'ordonnance présidente moyenne met près de 10 mois et 22 jours. Le stock d'affaires en instance reste élevé, 2510 affaires fin 2022. Ces délais, ce faible nombre de radiations interpellent évidemment. Et je voudrais tout d'abord poser une question à vous, Monsieur Ouistrich. Votre propre rapport d'activité, le rapport d'activité du Conseil national de l'ordre des médecins, reconnaît qu'en 2022, seules 12 radiations pour affaires de mœurs ont été prononcées sur plus de 1500 décisions disciplinaires rendues. Et dans le même temps, l'ONVS documente près de 20 000 signalements annuels, comme je le disais. Comment peut-on expliquer cet écart, cette disproportion, dirais-je, entre le nombre de signalements et les décisions disciplinaires et les radiations? Et êtes-vous prêt à instaurer une transmission automatique horodatée entre justice, hôpitaux, ARS et ordre pour que davantage de signalements soient traités, considérés? Et puis peut-être une dernière question, toujours destinée au Conseil national de l'ordre des médecins. En 2022, vos chambres disciplinaires ont rendu 338 ordonnances présidentes pour accélérer les procédures sur plus de 1500 affaires traitées. Pourquoi un tel sous-usage de cet outil et qui est pourtant prévu pour protéger rapidement les patients? Vous avez déjà partagé certaines réponses, mais voilà, êtes-vous prêt à demander au gouvernement des moyens humains supplémentaires pour instruire prioritairement les affaires de violences sexuelles et sexistes? Merci. Madame Le Boucher. Merci Madame la Présidente. Alors nous sommes ici en commission aux affaires sociales, donc nous sommes tous très en lien avec les professionnels de santé, notamment ceux qui travaillent à l'hôpital public, et on est certains même à y avoir travaillé, et on sait l'omerta qu'il y a sur les violences sexuelles et sexistes dans ce secteur, où la hiérarchie est majoritairement portée par des hommes au poste important. On a tous eu des témoignages sur le fait de dénoncer des comportements d'un collègue et d'être réduit au silence, car c'est un chef de service, car parfois aussi, on connaît aussi les difficultés à l'hôpital. C'est le seul médecin capable de porter un service. On fait face aussi à une démographie médicale qui met en difficulté. Donc des fois, on garde aussi des médecins parce que si on le dénonce, il n'y a plus personne. Il existe depuis quelques années un MeToo hôpital qui n'existe pas pour rien. Du coup, je suis un peu étonnée, Monsieur Robin, je reviens sur votre interrogation sur le peu de signalements qui sont faits. En fait, on comprend pourquoi il y a peu de signalements, parce qu'aujourd'hui, combien de signalements aboutissent? Il y a quand même très peu d'exemples de signalements qui aboutissent. Et quelles mesures sont prises de prévention, on parlait un peu de prévention, dans la formation des médecins, pour sortir aussi de ce système de domination patriarcale qui existe encore à l'hôpital et qui peut expliquer les dysfonctionnements dans le traitement des situations de violences sexuelles et sexistes. Merci. Il reste encore 2 questions. Je vous propose de toutes les prendre et puis vous ferez, si vous voulez bien, une réponse groupée. Donc, Madame Rousseau. Oui, merci Madame la Présidente. Je me permets de reposer ma question puisque j'ai pas eu beaucoup de réponses sur qui, dans les personnes qui ont été au courant de cette affaire Le Squarnec, avant que la justice ne passe, qui aujourd'hui fait l'objet d'une sanction? Est-ce qu'il y a une responsabilisation des différents acteurs qui ont été au courant et qui n'ont pas agi? Oui ou non? Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de sanction derrière pour avoir tué une affaire de cette ampleur, alors quand est-ce qu'il y en a, quoi? Telle est la question. Merci, Monsieur Taché. Merci Madame la Présidente. Moi j'aurais une question assez courte conséquemment à l'affaire Le Squarnec, à ses dimensions atroces.
on parle de 300 victimes, moi je dirais 1 millier si on y inclut les familles. D'après ce que j'entends, je vais essayer de tirer du positif de ces échanges, c'est qu'il y a une volonté de consensus concernant le moyen de se doter d'outils, de moyens, qu'ils soient légaux, judiciaires ou humains, pour lutter contre les violences sexistes, sexuelles et voire la pédocriminalité, pour revenir à monsieur Le Squarnec. Effectivement, une collègue a posé la question de l'errance, permettez-moi de ce mot, des signalements. Une autre collègue, pardonnez-moi, a parlé de 20 000 signalements et donc quid de ce qu'ils deviennent. Et par rapport à ce que vous nous disiez en début d'entretien, monsieur le professeur, factuellement, en tant que vous, responsable, et nous, législateurs, la réponse doit-elle être, par rapport à ce que vous avez désigné tout à l'heure, législative? S'il y a manquement, dans ces cas-là, le législateur doit-il s'emparer d'un complément concernant les textes existants ou pas? Où est-elle? Et là, on va renvoyer la balle au prochain gouvernement, réglementaire et administratif. Je vous remercie. Je vous donne la parole, monsieur Austry. Je vais commencer. En fait, vous avez tout résumé. Les problématiques, c'est qu'aujourd'hui, il ne manque pas grand-chose pour que tout soit sur la table. C'est terrible qu'il ait fallu attendre cet événement-là. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a eu une avancée, on a reculé. C'est-à-dire qu'on nous a, en ce qui concerne l'ordre, amputé d'éléments fondamentaux qui nous permettaient d'agir au gré de l'évolution, parce que l'ordre évolue comme la société, puisque aujourd'hui, l'ensemble des médecins et le corps constitué des médecins a largement évolué, ne serait-ce que par sa composition, ce qui est une excellente nouvelle. Nous, il nous faut pas grand-chose. Il y a des éléments que nous travaillons avec les cabinets aujourd'hui des missionnaires et l'ensemble, donc notamment de la DGOS, où on est très proche d'arriver. Il y a des éléments par circulaire, il y a des éléments par simple décret en Conseil d'État. Il y aura des éléments qui seront de cadre de la loi, donc qui reviendront vers vous. Nous, on va vous adresser, si vous êtes d'accord, à toutes et à tous, les éléments qui ont concouru à dire qu'est-ce qu'on a bougé depuis 2020 réellement et qu'est-ce qu'aujourd'hui il manque pour qu'on puisse afficher très clairement la finalité. C'est l'attestation d'honorabilité qui garantira de date à date à un patient, une famille, des aidants qui rentrent dans une salle d'attente ou qui vont à un hôpital, sur un site avec une consultation, on est à jour sur des éléments de base. Ça, c'est l'information nécessaire. Nous, on va le coupler à quelque chose de plus, c'est-à-dire on aura le certificat, donc l'arrivée de la certification et du parcours du professionnel qui dit que tous les 6 ans, il est dans les clous et il a continué à se former. Parce que ce sont 2 éléments qui sont aujourd'hui incontournables à la connaissance du citoyen et du patient. Ce n'est pas possible différemment. Ça, c'est des éléments qui, pour nous, sont importants. Ce que disait Mme Dubré-Chira aussi, ou d'autres, l'important, c'est la pédagogie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut acculturer aussi, dans la formation initiale, l'ensemble des jeunes professionnels qui s'engagent dans un parcours de professionnels de santé, quelle que soit leur spécialité médicale ou paramédicale, déjà à se connaître et travailler ensemble un peu mieux, parce que de fait, ils travailleront tous ensemble après, mais surtout à s'acculturer, ce qui se fait depuis très longtemps. Nous, à Toulouse, on le faisait depuis très longtemps, et les unités médicaux judiciaires et la médecine légale sur Prévios, qu'on a créé en 2006, la prévention des violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes. Donc, on le fait depuis maintenant 19 ans. Donc, c'est des éléments qui existent. Mais c'est toujours pareil. Il ne faut pas que ça reste personne dépendant, ni modèle dans un endroit. Il faut que ça soit partagé et diffusé pour que ça devienne culturel. Enfin, il faut changer, bien sûr, ces modèles et casser les paradigmes. Là-dessus, on est tous d'accord. Sur les signalements, quand il est fait à l'ordre, il ne peut pas être arrêté, il est systématiquement transmis. Et c'est aujourd'hui, nous, depuis, je vous l'ai dit, 2021, dans un logiciel qui nous permet d'harmoniser sur tous les départements, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ce n'est pas possible différemment. Ils sont obligés de le renseigner et on a immédiatement une traçabilité, le fameux document Orion. Quand on est enregistré dans les chambres, il y a un document, il y a un logiciel qui s'appelle Thémis, qui est à la disposition de la chambre,
sur lequel je n'ai même pas le droit de regard, puisqu'il y a une telle séparation, une telle indépendance, que la totalité des moyens financiers sont engagés par l'ordre, donc payés par les cotisations des médecins, mais je ne peux pas savoir. Donc moi, si on me dit qu'il faut payer 2 fois plus de greffiers ou de tenue de chambre, je paierai 2 fois plus. Ce n'est pas moi qui le décide, puisque c'est la justice administrative qui le décide. Ce n'est pas moi qui fixe le rôle, qui fixe les séances, qui fixe le contenu des dossiers. Enfin, vous voyez, donc moi, je ne peux que dire, je donne les moyens et je les mets à disposition de la justice administrative, tribunal administratif en première instance et Conseil d'État en appel. Là-dessus, on est très clair, on donnera largement les moyens. Alors, dans les cellules d'intervention qu'on vous a dit, ça s'appelle, c'est les acronymes en français, c'est la CIJUP, cellule d'intervention juridique. On l'a créée, on l'a votée en session la semaine dernière, puisque c'était à notre programme à l'occasion de l'élection du 25 juin. C'est-à-dire que dorénavant, tous les conseils départementaux qui ont un élément viennent vers le Conseil national. La section éthique s'en saisit avec la directrice des services juridiques de l'institution ordinale et la conseillère du président, qui est cette magistrate, cette procureure de la République. Et donc, à 3, on donne une réponse dans la journée. Quelles sont les modalités? Est-ce que c'est un simple signalement article 40? Est-ce que ça va être un dépôt de plainte et avec ou pas derrière la constitution de partie civile? C'est-à-dire que nous avons acculturé, ça a été voté en session et présenté à tous les présidents de conseils départementaux, secrétaires généraux et trésoriers samedi dernier, nous allons acculturer à l'action pénale de l'ordre l'ensemble des acteurs départementaux et régionaux pour qu'il y ait une harmonisation totale. Pour autant, quand on a fait ça, il va me manquer quelques outils. Et c'est là où vous allez bien sûr nous aider énormément, c'est-à-dire qu'il faut que, s'il y a une procédure en cours, nous soyons au courant. Et ça se travaille avec la DGOS. Et je pense que sur le signalement, Mme Daudet va intervenir. Et puis, dès qu'il y a une disposition en première instance, moi, j'attendrai pas, je peux vous le dire, hein, j'attendrai pas la plainte définitive. Si en première instance, il y a une plainte d'une gravité sur un crime ou sur un délit, et c'est là où il faut que j'ai la suspension administrative, je vais faire la suspension administrative de fait, parce qu'il faut qu'on puisse faire l'instruction normale, mais pendant ce temps-là, quelqu'un qui est dans le crime et dans le délit, on ne peut pas continuer à le laisser auprès des patients. On a des décisions qui sont aberrantes, même dans le cadre des médecins qui le font dans le cadre de la vie privée, mais du moment que ça n'a pas été fait dans le cadre de l'activité professionnelle, on ne leur interdit pas l'exercice. Moi, il faut que je suspende. Enfin, c'est pas possible que... C'est inadmissible, c'est intolérable de laisser penser que, parce que c'était dans le cadre de la vie personnelle, on peut continuer à les laisser... Non, mais donc là-dessus, on a quelques éléments sur lesquels vous allez nous aider, donc je vous en remercie, parce que nous, on a décrété ça, on a doté les moyens. Aujourd'hui, on y mettra d'autres moyens. Ce n'est pas une problématique là-dessus. On sait gérer la confidentialité pour des habilitations rentrées sur des fichiers type figé ou d'autres choses avec des personnes agréées. Mais il faut qu'on puisse garantir à tout patient qui arrive dans un cabinet ou dans un établissement, on est à jour de notre attestation d'honorabilité, et nous, on y rajoutera aussi l'attestation de compétences professionnelles. Voilà. Voire même avec la Haute Autorité de Santé, les lieux qui ont été accrédités, parce que c'est un élément supplémentaire de qualité, notamment pour nos établissements. Voilà. Donc là-dessus, nous, le périmètre, on l'a, il ne manque pas grand-chose, et donc vous les proposez, on vous l'enverra, et vous pourrez vous en saisir à juste titre. Et pour le reste des signalements, ceux qui sont faits alors aussi systématiques sur la plateforme, Madame Daudet, je pense, va vous répondre. Merci, Monsieur le Président. Madame Daudet. Oui, sur les signalements, peut-être pour clarifier un peu les choses. Aujourd'hui, l'ONVS tel qu'il existe, il relève son champ, c'est les signalements de violences faites aux soignants. Donc là, on parle des soignants, pas des patients, des soignants, et des violences faites aux soignants qui sont très largement, et pas du tout sur les 19 000, Madame la députée, ou les 20 000 que vous mettez en avant, qui sont très peu des affaires de mœurs, qui sont essentiellement des affaires de violence à personne, des usagers,
du système sur les soignants. Aujourd'hui, c'est ça l'ONVS. Donc c'est normal que ça ne recoupe pas les chiffres de l'ordre, puisque c'est les patients qui sont et les usagers qui sont à l'origine de ces violences dans la grande majorité des cas. Et justement, ce que l'on souhaite faire, donc il y a deux choses. Il y a d'abord, puisque Madame la députée mettait en avant le MeToo de la santé et donc les déclarations qui sont faites, là aussi, en général, c'est des violences de soignants sur soignants, pour le coup. Hein, c'est de ça dont on parle, et donc pas non plus des patients. Voilà. Voilà, mais justement, le plan... Pas de... Exactement. Et ça, ce système-là, avec exactement très bien comme vous le mettez en avant, notamment souvent l'excuse de dire, et pour l'offre de soins, si on condamne tel PH ou si on le traduit en procédure disciplinaire, alors on va avoir un sujet parce qu'il n'y a pas de chirurgien pédiatrique sur la région, etc. Ça, bien évidemment, je suis bien placée pour le savoir, puisque très souvent, et notamment parce qu'il s'agit de praticiens universitaires, comme je disais souvent, et la mesure nous revient à nous de convoquer ou pas et de déclencher là, ce qu'on appelle la JDHU. Et donc ça, aujourd'hui, on est vraiment dans une politique de tolérance zéro. Il y a un plan qui a été sorti par le ministre, qui a été annoncé et qui se met petit à petit en place. Vous parliez de la formation. On est en train de revoir les maquettes de formation justement sur les VSS. Vous parliez de signalement et c'est le fameux ONVS 2.0 qu'a mis en avant tout à l'heure mon collaborateur avec l'association féministe et spécialisé sur les VSS qui va nous aider à monter ce nouveau système. Donc on a 4 groupes de travail thématiques pour que justement il n'y ait plus de sujet de VSS là-dessus. Et donc cet ONVS 2.0, le sujet c'est aussi de pouvoir l'élargir à terme à des signalements, pour le coup là, de patients. Et on reboucle sur notre premier sujet. C'est pour ça que je voulais juste clarifier les choses, parce que parfois on parle de violences sexuelles et sexistes, mais qui s'exercent encore une fois sur les soignants, ou de violences sur les soignants et sur les patients. Oui, tout à fait, mais les 19 000, on ne peut pas dire que les 19 000 sont des VSS, c'est pas vrai. Voilà. C'est pour ça que je me permettais de rappeler les choses là-dessus. Et donc c'est bien justement le fait de pouvoir briser cette omerta sur laquelle on est en train de travailler et de considérablement se mobiliser au ministère. Et enfin, sur la question de Madame la députée Sandrine Rousseau, je croyais avoir répondu, et je m'en excuse parce que je n'ai pas été assez claire. La réponse que je peux vous faire, c'est que la procédure est en cours, information judiciaire contre X pour abstention volontaire d'empêcher des crimes ou des délits. Et donc, il y a une enquête en cours, une enquête judiciaire sur justement qui savait, qui ne savait pas, qu'est-ce qui s'est passé exactement, à quel moment l'autorité administrative aurait pu savoir ou pas. Et moi, aujourd'hui, je sortirais de mon rôle si je vous disais que je savais déjà ce qu'allait rendre la justice. Donc, je renvoie vers la procédure en cours. Voilà pour les temps forts de cette table ronde sur l'affaire Le Squarnec, affaire hors norme, 299 victimes. L'ex-chirurgien a été condamné le 28 mai dernier. Rappelons que les députés ont auditionné il y a 3 mois le collectif des victimes de Joël Le Squarnec. La séance est levée. À très vite sur LCP pour voir ou revoir d'autres moments parlementaires.